Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Gwédrick Bernier. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue, oui, en ce spécial portant sur la première république noire à avoir obtenu son indépendance, Haïti. Alors, nous recevons, oui, ces enfants de la mère patrie et surtout ceux qui font rayonner la culture haïtienne en Haïti, mais également à l'étranger. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'une des personnalités faisant rayonner Haïti comme pas possible. Il est connu de tous au Québec, plus précisément dans la métropole. Le 7 novembre dernier, écoutez, il a marqué l'histoire avec son parti politique Projet Montréal ainsi qu'avec la mairesse Valérie Plante. Je peux vous dire qu'ils ont fait toute une équipe ensemble. Alors, j'ai un peu vendu le punch. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast le tenant d'un héritage familial. Oui, c'est le cousin de Capitaine Bernier. Messieurs, dames, recevons à Coconut Podcast le président de Projet Montréal qui a permis à 6 élus de la communauté noire d'être élus sous la bannière de Projet Montréal. Sans plus tarder, accueillons Gwédrick Bernier, messieurs, dames. Oh my God! Oh, merci. En tout cas, quelle introduction. Merci. J'applaudis l'introduction, nonobstant la personne que tu disais, mais j'apprécie énormément cette introduction. Wow! Mais c'est un travail d'équipe, là. Et bon, je suis pas si... Je pense pas être si connu que ça, là, mais par certains, oui, mais bon, chaque chose en son temps. On sait que l'humilité est une valeur phare chez les Bernier. Alors, écoute, on te voit très surpris de cette introduction, mais tu la mérites. Véritablement, ton équipe et toi, oui, tu le dis bien, mais tu es quand même président de Projet Montréal. Vous avez fait un travail qui vient de marquer l'histoire politique du Québec, plus précisément dans le monde municipal. Gwédrick, cette introduction, je pense qu'elle est très méritée et ça nous fait plaisir que tu aies accepté notre invitation en ce mois de janvier. Écoute, on célèbre Haïti, entre autres, hein, oui. Et tu es avec nous aujourd'hui. Gwédrick Bernier, oui. La question qu'on pose à tous nos invités, OK. Comment ça va? Ça va très bien, okay. Ça va très bien. Et ce qui est drôle, c'est que juste avant de te rencontrer, ce matin, j'étais avec un groupe d'élus municipaux noirs du Québec. Okay. Il y en a 25 qui ont été élus en 2021. 25, c'est historique, là. C'est historique, okay. 25. Et on était plus ou moins 12-15 aujourd'hui pour préparer un message vidéo pour la journée de Martin Luther King qui aura lieu lundi prochain. Super! Lundi le 17. Et c'était la première fois qu'on se réunissait, on s'écrivait, mais de se réunir. Et donc, je vais très bien. Et c'est comme une suite logique. Et je dois dire ce que Projet Montréal l'a fait aussi. Et j'avais les coups des franges, comme on dit, oui, avec j'allais dire bénédiction, pas tant la bénédiction, mais l'aval, l'appui total de Valérie Plante. Et sans l'appui du chef du parti, des fois, tu as beau vouloir amener le parti dans une direction, mais Valérie m'a appuyé, totalement appuyé le conseil de direction et nos membres, nos associations locales ont emboîté le pas et ça a créé... ce momentum-là pour qu'on arrive avec 9 élus noirs total au conseil de ville, à Montréal. Et pour la première fois depuis 2001 au conseil exécutif, il y a 3 personnes. Femmes, oui. 3 Madame femmes noires. Olivier,
Madame Alneus, Non, Gracia Khashoggi, OK. qui est la première mairesse noire d'un arrondissement à Montréal. Donc, il y a énormément de premières. Et je pense que sous l'influence de Gadou Bernier? Non, mais je pense que le momentum par rapport à ce qui est arrivé avec George Floyd. Ouais, super. Si ce n'était pas de cet événement malheureux, ça a comme accentué, donné un turbo à ces enjeux-là de la diversité qui a été, et on l'a vu au niveau des entreprises. C'est vrai. On le voit au niveau, bien sûr, public, institutions publiques, et on le voit avec tout ce côté de programmes de diversité dans les institutions publiques, les entreprises privées, tout ça, où cette ouverture est beaucoup plus grande. Et aussi, on marque le côté peut-être noir, parce qu'on mélangeait souvent la diversité dans un melting pot. Mais là, on commence à adresser chaque cas, c'est ce que je ressens. Et autant je suis fier de ce qu'on a fait, mais je dois dire, au niveau des personnes avec mobilité réduite, qui ont un accès avec mobilité réduite. Mais on a élu notre première conseillère en mobilité réduite, oui. Et en Laurence Parent. Sur le plateau Mont-Royal. Oui, Laurence Parent. Super. Laurence Parent qui siège comme vice-présidente à la STM et qui, de par son parcours de chercheur, elle devait terminer son doctorat, elle ne l'a pas fait. Elle a mis une pause, elle est élue. Et elle est élue, mais elle traitait de ces enjeux-là. Donc moi, là, est-ce que je peux être heureux de ça? Et c'est sûr qu'on aurait aimé gagner dans d'autres circonstances de la pandémie pour pouvoir vraiment faire des fêtes, mais bon, ça s'est fait dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant, il y a eu plusieurs gens de la diversité qui ont été élus, mais également la représentation de la gente féminine au conseil de ville. C'est plus de 60 femmes qui siègent au conseil de ville. Gedwick Bernier, en es-tu fier de voir un tel résultat? Et surtout à Projet Montréal, vous avez beaucoup de femmes mairesses, entre autres, dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Mais des femmes mairesses, des femmes conseillères de ville. On avait... et c'est surtout, souvent, les femmes, lorsqu'elles se lancent en politique, veulent pas trop déranger, veulent commencer, mais par la suite, lorsqu'elles veulent grandir, les autres postes, que ce soit conseiller de ville ou les postes de mairie... C'était un peu plus fermé. C'était plus difficile d'accès parce qu'il y a moins de rotation dans ce genre de poste-là. Et donc, il fallait chez nous pas juste réussir la diversité, parce qu'on l'a réussi avec la communauté latino, la communauté asiatique. Donc, on a de beaux talents là également. Mais il fallait aussi les faire grandir à des niveaux hiérarchiques. Tant les nouveaux que nos élus existants qui désirent grandir. Donc, c'était tout ce travail de faire grandir nos gens, de faire rentrer du nouveau sang, comme on dit, qu'il y ait une cohésion. Et moi, je disais souvent, je veux m'assurer que personne se sent comme un cheveu sur une soupe. C'est vrai. On arrive là, puis on n'a pas de support. On n'a pas de support et on se sent... Est-ce qu'on est bien reçu? Est-ce qu'on est bien... Et ça, il n'y a rien de tel que d'arriver dans un nouveau groupe et de ne pas se sentir accepté et tout ça. Et ça, on a fait ce travail-là et les gens se sentent... Tu sais, il y a une cohésion fantastique à travers l'équipe. Puis effectivement, d'avoir autant de femmes à la mairie, conseillères de ville... Oui, arrondissement, mais on a fait cet effort-là et ça prend du courage pour... En tout cas, vous avez montré la voie parce que... On peut plus reculer, là. Ah ouais, excellent, superbe. Alors là, on a pu voir comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan professionnel.
Mais maintenant, sur le plan personnel, comment ça s'est orchestré pour toi dans ces périodes qui étaient électorales, pandémie? On sait que tu as 2 enfants, un garçon, une fille, un ado, là, quand 19 ans, puis ado, là. ado. Madame, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel? Aïe. Ça, la famille, tu sais, ce qui arrive, c'est que il faut recruter. Oui, c'est ça. Entre tes 10 appels par jour avec de potentiels candidats, mais il fallait quand même s'occuper de la maman et de la famille. Je pense que ma femme, elle a travaillé très fort en ce sens. Je dois dire, j'ai délaissé un peu ce volet-là, moins présent, mais dans cette période de pandémie, on était toujours... Tu sais, t'es plus souvent à la maison que... Mais c'est pas parce que t'es à la maison que t'es présent. Donc, je dois, mea culpa, là, merci à la famille. Mais, puis même eux autres commençaient à en avoir assez parce qu'ils entendaient mes speeches, puis pendant que je les faisais, quand je parlais à des nouvelles personnes, mais eux autres... ça devenait redondant. Redondant. Donc là, alors eux autres, pour eux, c'était comme, bon, ben... tu sais, ils terminaient mes phrases presque, là, tu vois, mais c'est pas facile. Et comme dit, on l'entend souvent, il faut, tu sais, quel est le prix qu'on veut aller chercher, tu sais. Tu sais, John Lewis disait, c'est pas évident, c'est pas facile, on doit travailler fort, tout ça, mais n'oubliez pas le prix qu'on veut aller chercher. Et donc oui. Ça s'est bien passé. On sait, selon les recherches de Coconut Podcast, que la famille des Bernier, hein, tes enfants, là, les 4, le petit nucléose familial, vous aimez bien partir vers la montagne, en dehors de Montréal, randonnée pédestre. Quelle est l'importance pour toi de te ressourcer dans la nature, Gedwig? C'est important. Oui, mais je suis avant. Même si. C'est ta femme qui te prend. Oui, je pense. On va ventiler. On va ventiler. On va faire du ski de fond. Okay. Tu sais, et je suis. Mais j'adore ça. J'adore ce côté nature. Mais je suis quand même très urbain, malgré tout ça. Très urbain. Projet Montréal a amené en moi le côté de faire davantage de vélo. Ce que je suis un gars de voiture. C'est drôle à dire, là, pour un président de projet. Et donc, je délaisse le plus possible la voiture, marcher, faire du vélo. Mais bon, c'est ça, mais oui. Ça te permet de te retrouver en famille lorsque tu quittes un peu, là, comme je dis, pour la montagne. Oui, la montagne, c'est dans les Laurentides, tout ça, mais les enfants suivent presque plus. Et donc, et là, avec les responsabilités qui sont délaissées, bon, mais là, c'est plus facile d'y aller, mais je suis quand même urbain, là, tu sais, la ville, là, tu sais, souvent on entend, on s'en va à l'extérieur, tout ça, mais toi, tu à Montréal, ta ville. Moi, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville-là. C'est clair. Et même si on veut décompresser, on peut le faire dans cette ville. Et je vais dire, je me mets à la place des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'extérieur. On leur dit quoi? Si tu peux pas aller dans les Laurentides, tu peux pas décompresser. C'est vrai. Tu comprends? Donc, on a des grands parcs, on a le Mont-Royal. On est servi à Montréal. Tu sais, comme ville, grande ville, on peut pas dire qu'on n'a pas des lieux. Est-ce qu'on en veut plus? Est-ce qu'on veut que ce soit mieux aménagé? Tu sais, on veut toujours plus. Mais on peut décompresser, on peut aller dans les musées, on peut se balader. Marcher sur Saint-Denis, c'est agréable, là. Oui, et maintenant, avec le REM sur Saint-Denis, il y a moins de bruit, on peut traverser, c'est agréable, c'est large. Puis moi, j'aime rencontrer les gens. Mais oui, en vacances, partir, c'est une chose, mais j'aime ma ville. T'aimes ta ville. J'aime ma ville. T'es un très bon ambassadeur pour Montréal. Entre autres, président de Projet Montréal. Mais tu sais, je suis né là, tu sais, quand on me dit,
tu sais, quand je dis aux gens comment je suis montréalais, tu sais, je suis baptisé à l'église Saint-Jean qui est sur Sainte-Catherine, Berry. T'es en plein dedans. Puis tu travailles aujourd'hui au centre-ville. Ma communion, confirmation, l'oratoire Saint-Joseph. Tu sais, tu peux pas... Tu sais, c'est Montréal. Tu sais, l'école à Montréal, l'université à Montréal. On va apprendre à te connaître, Gedwig. Là, on voit que sur le plan personnel, la famille, ils t'ont permis de passer au travers. Oui. On sait qu'avant d'apprendre à te connaître, bon, on est en plein dedans. On sait que Gedwig, tu viens d'une famille de sportifs. OK, Tonton était grand coach de soccer sur la Rive-Sud, capitaine Bernier, FC Montréal, l'Impact. Gedwig, ça a l'air, durant la pandémie, pour décompresser, il s'est mis à pratiquer un sport, puis il s'est mis au golf. Tu nous as parlé, ça, un peu, là. Non, mais le golf, ça... Depuis quand encore dans la nature, là, dans les grands espaces. On t'écoute. À Montréal, on a des terrains de golf. Oui. Donc, l'été passé, effectivement, ça va faire une vingtaine d'années que je joue au golf. OK. Donc, tu sais, mais je joue, tu sais, que je travaille dans les... Tu sais, je suis dans les télécoms, dans l'entreprise privée, tout ça. Et donc, j'ai commencé, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai commencé quand même à jouer au golf parce qu'il y avait des tournois, tu prends des cours. Et après, je jouais des tournois corporatifs, puis de temps en temps, puis bon. Mais, avec la pandémie, ben, c'était un moyen. On a un golf municipal à Viau, là, au parc Maisonneuve. Près de Sherbrooke. C'est Viau et Sherbrooke. Oui, c'est ça. Et donc, on frappe des balles et il y a un petit 9 trous et tu pars 2 heures et tu rencontres des gens. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées parce qu'ils te mettent, puis après, bon, ben, c'est sûr, je parlais de projet, puis je leur disais, n'oubliez pas voter projet. Là. Mais effectivement, ce 2 heures-là, à marcher, à se concentrer, à frapper une balle dans un trou, c'était agréable. Et aussi, avec d'autres groupes, je suis dans un groupe de papas impliqués. OK, super. Pour aider les papas à se parler entre nous. Et donc, on faisait des sorties, donc on a fait une sortie de golf, entre autres, et c'était fort agréable. T'es humble, hein? On a fait des sorties de golf, mais quand même, c'est quelque chose, on sent d'intéressant. Tu prends le temps de te ressourcer et surtout, tu fais des rencontres. Toi, le côté social est hyper important pour toi. Et là, on apprend à te connaître. Tu nous as dit tout à l'heure que tu es né à Montréal. Oui. Il apparaît que tu as grandi dans le quartier Villeray. Oui. Quand même intéressant parce que plusieurs années après, tu vas animer une conférence où ce qu'on va retrouver Madame Plante. Vous allez parler d'habitation. Okay. C'est quand même intéressant que tu te sois impliqué aussi longtemps dans le quartier Villeray. Oui. Tu vas faire tes études au Collège français. Collège français, pas trop loin de Villeray, Plateau Mont-Royal. Oui, sur Fermante. Oui. T'as connu les Monsieur Portal? Oui. Ah, Monsieur Assouline. Oui, très bien. Professeur de mathématiques à l'époque. Oui. Excellent. Étais-tu un premier de classe, Gedwig? Parce qu'aujourd'hui, on te voit, là. Non. Tes parents se donnent pour t'offrir cette éducation. Mais comme plusieurs parents immigrants, tu sais, l'aspect éducation est important. Et donc, ils arrivent dans un système qu'ils connaissent pas trop, et souvent, on pense, école privée, etc., collège français. Donc, c'est qu'on vient d'Haïti, le côté français, tout ça, c'est toujours très mis de l'avant. Et donc, et moi, j'ai passé mon enfance au collège, j'ai de la maternelle... Même ton cégep, là! C'est de la maternelle au cégep. Ouais. Et donc, est-ce que j'étais premier de classe? Non. Mais ça m'a quand même permis, tu sais, de sauter une année, de passer de la 2 à la 4. Okay. Mais j'étais turbulent. T'as fait le primaire aussi? Maternelle.
C'est-à-dire que tu as connu de Gaspé, là. Oui, oui, de Gaspé. Ah ben, monsieur Guadeloupe Bernier. Incroyable. Mais ce que je retiens, c'est les amitiés que j'ai gardées, des amitiés d'amis de maternelle encore. On se parle, on se rencontre. Quand il y a des événements malheureux, on est encore ensemble. Maternelle, primaire, secondaire. Tu sais, j'ai une amie, Anne Lim, là, qui fait encore les conventums. Elle n'arrête pas, elle veut. Tu sais, l'esprit de famille est très fort dans notre année. Et on passe à travers des moments heureux et des fois des moments plus malheureux ensemble. Et ça, je trouve ça fantastique. Et malgré, tu sais, il y a des gens qui sont un peu partout, on continue à échanger, à partager tout ça. Et si je te disais que Carla Beauvais, elle a gradué du Collège français. Et bon, alors, tu sais... Et si je te disais que Alain Joe du Coconut Podcast a gradué du Collège français. On devrait faire le conventeur. Du collège. Donc, merci à nos parents de nous avoir offert cette opportunité. Ouais. Par la suite, Gedwig, j'aimerais avoir la réaction de ta famille. Oui. Lorsque tu fais ta demande à l'université et que tu es reçu à l'École des sciences de la gestion, quelle est la réaction de la famille de papa, maman, la famille de maman? Est-ce que ça allait de soi que tu devais aller à l'université? On t'écoute? Moi, j'aurais aimé faire comédien. Mais je ne connaissais pas très bien ce milieu-là, les entrées et sorties. Et mes parents, tu sais, souvent, tu sais, il y a toujours ce côté ingénieur, médecin, avocat, tout ça. Et mon père me disait, regarde, va chercher un diplôme, puis tu verras ensuite. Puis après, tu travailleras pour une firme d'ingénierie à la fin, entre autres. Ouais. Oui, mais j'ai été en gestion. Mm-hmm. Mais mon père, c'est pas tant l'université que quand je lui ai dit j'allais à l'UQAM. Pour lui, l'UQAM, c'était ce qu'il en concevait, c'était les grèves, et que il me voyait pas là. Il se disait, j'ai payé l'école privée pour que tu ailles à l'UQAM. Et au contraire, pour moi, c'était un arrêt, c'est-à-dire, c'était... Moi, j'ai adoré aller à l'UQAM. J'ai un groupe d'amis à l'UQAM. Okay. À qui on continue de se voir. J'ai ma petite famille ukamienne où on se voit, on se rencontre. On était à un restaurant pendant les fêtes. On a peut-être attrapé la COVID à ce moment-là. En tout cas, on ne sait pas. Là. Mais ça m'a fait le plus grand bien de penser out of the box, de couper vraiment ce cordon de la ouate dans laquelle j'étais. Et j'ai adoré l'École des sciences de la gestion pour ça. Et ça m'a permis de vraiment apprendre à déployer mes ailes et à trouver le Gedwig un peu en moi à travers différentes expériences, que ce soit académiques ou surtout, je dirais... Tes implications. Les implications sociales à l'ISEC, à l'association marketing. Je suis jeune chambre de commerce haïtienne au tout début. Par la suite, oui, à la deuxième année, ça s'appelait à l'image, par la suite à la jeune chambre. Et c'est là que j'ai bâti mon réseau pour la première fois de réseau black. Tu sais, j'avais pas vraiment un réseau qu'on pourrait dire black, professionnel, là, tu sais, versus communautaire, sportif. Mais, et ça, vraiment, ça a été encore là un groupe où on garde contact et j'ai adoré cette expérience-là aussi. Tes implications au niveau de la vie étudiante, hein, on sait que tu étais même dans l'organisation du bal des finissants au secondaire, l'album des finissants. Gedwig Bernier a toujours été impliqué. Oui. Alors là, il obtient ce diplôme universitaire de l'ESG. Oui. Aujourd'hui, l'ESG là, se classe parmi les grandes écoles de on gestion, est tous. Je suis très fier de l'ESG. Exactement. Et Gedwig va commencer cette carrière professionnelle. Alors, il commence chez Loblaws au niveau de la gestion, marketing. Par la suite, il est chez Vidéotron, toujours les mêmes fonctions. Et là, Fido. Et tranquillement, pas vite, tu roules ta bosse dans le milieu, on peut dire, de la gestion. Oui. Et là, à un certain moment, ça c'est intéressant dans ton parcours, Gedwig. En 2011,
je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a sûrement donné un cue en quelque part. À partir de 2011, on sent que Guédouig, il y a un avenir politique ouais, il y a quelque chose en 2011 qui se trame chez Guédouig. Et 2011, Guédouig, il y a quelque chose qui, au niveau de ton implication, tu vas être... Moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Incroyable. J'essaie de me rappeler. Ah, ben là, Coconut, on est là pour ça. Vous rappelez votre superbe carrière, là, qui continue. Président du conseil d'administration du Cégep du Vieux-Montréal. Oui. Vous voyez, c'est tellement... non, mais... Ça, là, c'est quand même incroyable parce qu'à partir de ce moment, on sent que tu t'impliques sur les conseils d'administration, la SODER, hein, au niveau de l'environnement plus tard, en 2017. Oui. Et ça, c'est juste avant que tu commences à t'impliquer à Projet Montréal. Oui. Est-ce que dès 2011, lorsque tu accèdes à un conseil d'administration, est-ce que tu as déjà ces visées politiques? Non. Est-ce que tu les vois poindre à l'horizon? Non, mais je sais que j'aime discuter, échanger, amener des organisations ou amener mes idées à un certain niveau. Et pour ça, il faut être dans des cercles de pouvoir. J'aime apprendre, et j'aime prendre le temps de faire mes classes. Et donc, au Cégep du Vieux-Montréal, j'avais l'opportunité, je travaillais chez Bell Canada, et j'avais l'opportunité de représenter le volet entreprise à ce conseil d'administration-là. Et j'ai accepté. Et après, j'étais un membre. Et j'ai appris, j'étais là pendant 6 ans sur ce conseil. On apprend énormément sur le système d'éducation, sur le système collégial, le travail colossal que les gens font pour éduquer pour l'avenir, tu sais, les citoyens de demain font un travail remarquable avec des ressources constamment limitées. Et, tu sais, les besoins sont limités, les besoins limités, ressources limitées, là. Et j'ai adoré, j'ai appris aussi au sein d'un conseil à gérer des crises, parce que c'est pas un fleuve tranquille. C'était le temps où on se souvenait, tu sais, des casseroles, tu sais, les carrés rouges. Et les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, ce sont des étudiants qui sont militants, qui se mobilisent. On peut aimer ou pas aimer, mais ils s'impliquent. Et donc, il faut faire, tu sais, il faut faire avec ça. Et, mais ça a été très... crises à gérer quand même. Oui, mais ça fait partie d'eux. Et on apprend. Et on apprend à écouter. On apprend à trouver un juste milieu, à donner la parole, à aider les gens à s'exprimer, à trouver un consensus. Ça a l'air que la plus grande qualité, parce que tu vas apprendre beaucoup lors de ce passage pendant 6 ans là, au Cégep du Vieux-Montréal sur le conseil d'administration, mais ça a l'air que Guédouig Bernier, on a parlé à des membres de ta famille, hein, on a fait des recherches. Et l'une de tes valeurs premières, l'une de tes plus grandes forces plutôt, on devrait dire, c'est l'écoute. À quel moment vas-tu développer cette écoute? Est-ce que c'est lorsque tu vas avoir ton premier enfant et qu'il va se mettre à te parler? Et là, maintenant, papa, je veux savoir ça, papa. Et là, maintenant, tu dois lui accorder une certaine attention, prendre le temps. Est-ce que c'est chez les Berniers? Hein, je sais pas. Capitaine, il est assez zen, là, aussi. Oui, là. mais ça vient de la famille? Ben, le côté familial, ce qui importe beaucoup, il faut être très humble. Il n'y a personne qui peut... Péter plus haut. On est d'accord. Et moi, j'ai eu... Mes parents m'ont éduqué en me donnant beaucoup de place pour poser des questions. Donc, beaucoup jeunes, je suis une personne qui posait beaucoup de questions. Tu sais, poser, pourquoi pour comprendre. Wow. Ils m'ont donné... Et souvent, en tout cas, dans nos communautés, on sépare les enfants des adultes,
Puis les enfants ne parlent pas trop aux adultes ou quoi que ce soit. Et je me souviens d'un moment, j'avais posé la question à un oncle, et l'oncle regarde mon père, et mon père lui dit, mais réponds-lui, là, parce qu'il disait, mais pourquoi ton fils me poussait? Mon père disait, mais réponds-lui, là, tu sais. Mais l'écoute, je pense qu'il y a... ça va être le théâtre. Oui, la famille, mais le théâtre. J'ai pris des cours avec Danielle Fichot, maintenant qui a joué dans Aline, la mère, mais elle donne des cours de théâtre depuis plusieurs années, plus de 20 ans, j'imagine, là. Et j'ai pris des cours avec elle et son équipe. Et pour jouer, la qualité première, c'est écouter l'autre. Tu sais, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas recevoir ce que l'autre te dit pour bien pour bien le comprendre. Et ça, là, d'ouvrir son... Je veux pas être trop... mais tu sais, ouvrir son plexus solaire et écouter l'autre dans les mots qu'il dit, l'intonation, sa gestuelle, tu sais, son comportement, son non-verbal, parce que le non-verbal, c'est plus que... Tu sais, c'est 80% le non-verbal dans une communication. Et donc c'est vraiment dans les cours que j'ai appris à développer ce côté-là. Mais je te dirais, inversement, ma fille, mes enfants, ma femme me disait, mais t'écoutes pas assez, tu coupes la parole. Alors, tu sais, à l'extérieur, tu sais, je pense que j'ai une meilleure image à l'extérieur qu'à la maison. Écoute, c'est la réalité familiale. Oui. Gedwig, on parle des valeurs et des forces qui sont tiennes. On a parlé un peu de ton cousin très rapidement. Hein, écoute, non, mais c'est sûr cette grande superstar. Oui. Mais le leadership, oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sent. Les mononcles, tu as eu un mononcle, je pense, qui était un des premiers conseillers municipaux il y a plusieurs décennies. Oui, à Brossard. Jean Bernier, oui. C'est aussi très respecté dans la communauté québécoise. Oui. Jean a fait beaucoup au niveau du soccer, mais a fait beaucoup pour les citoyens de Brossard. Et effectivement, jeune... Tu sais, je voyais Jean, tu sais, prendre parole, tu sais, à différents... Et encore maintenant, il s'implique pour différentes causes sociales, philanthropiques, tout ça. Oh. Et ce côté-là, effectivement, public, d'image publique, était très important. Moi, mon père, il a fait différents métiers et il a également fait chauffeur de taxi. Et aussi, il écoutait, il m'a appris l'écoute, tout ça, très humble et à respecter les gens, à respecter, tu sais, il m'a dit, les gens qui venaient dans son taxi, à les respecter de la manière dont il était habillé, parce qu'il venait dans sa voiture, ouvrir, fermer les portes, tout ça, recevoir les gens. Mais pour moi, il y a une chose que j'ai retenue et qui m'a poussé. Tu sais, des fois, on cherche un élément déclencheur. Dans nos communautés, malheureusement, on a des gens qui ont beaucoup de travail à temps partiel ou à leur compte, avec des horaires atypiques, qui n'aident pas le tissu social familial. Et j'ai eu la chance que ma mère, elle a travaillé pendant 40 ans à la Banque de Montréal, à la place Bonaventure, au niveau administratif. Et donc, c'était un socle qui... Le poteau mi-temps, là. Oui. Et qui, elle était là tous les jours à la maison, tous les soirs à la maison. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mon père pouvait... Tu sais, quand tu es dans le taxi, c'est quand le meilleur moment de gagner ton argent? C'est le soir, le week-end. C'est ça. Mais il sacrifiait ce côté monétaire pour être là quand même le plus souvent possible. Mais lorsque dans nos communautés, on a quelqu'un qui est chauffeur de taxi, infirmière, avec des heures pas évidentes, ça n'aide pas le tissu social, ça n'aide pas le tissu familial. Étais-tu conscient des efforts que faisaient tes parents
ne serait-ce que pour t'offrir l'éducation que tu as reçue, les activités parascolaires, mettre du pain sur la table, voir papa conduire plusieurs heures, Oui, oui. maman travailler ça. durement avec des chiffres, là, avec des chiffres. Oui. Est-ce que tu en étais conscient dès le jeune âge? Tu es conscient parce que, tu sais, au collège, tu sais, il y a l'éventail de la population est assez large. Et tu vois, tu sais, quand il y en a qui viennent en limousine, il y avait les enfants de Mobutu Sese Seko. Donc là, tu vois que l'éventail est large. Mais comme enfant, là, tu le sens au mois de janvier. Au retour des fêtes. OK. Ouais, c'est plus serré, là. Hein? Tu sais qui a eu des... Tu sais, les cadeaux ressortent, là. Tu sais, j'ai eu un Game Boy. J'ai eu ça, les vêtements, tout ça. Ça, là, tu peux savoir, puis, soit à travers toi ou à travers les yeux des autres ou ceux qui n'ont pas eu. Ouais. Et là, tu vois les efforts qu'ont fait tes parents pour te donner la base de G.I. Joe à l'époque. Soit ça, ou name it, là, donc, tu sais. Monopoly, ou tu sais. Name it. Et donc, et tu le sais très bien, parce que la fierté que quand tu as une fierté de le dire ou de le montrer. Surtout à cet âge-là. À cet âge-là. Et donc là, j'en suis conscient. Et tout ça pour dire, un des efforts que je veux, de ce qui m'anime, c'est de m'assurer que les gens aient une chance d'avoir des emplois de qualité à tous les niveaux. Et qu'il n'y ait pas une disproportion de gens dans des catégories d'emploi. Et donc, quand il y a une disproportion de gens dans des catégories d'emploi précaires, sur-appel, etc., ça ne peut pas aider. Ça peut pas aider une société. Ça ne peut pas aider ces familles-là. Et ces enfants-là qui vivent dans ces situations-là ne sont pas favorisés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une trop grande surreprésentation de gens dans des catégories d'emploi. Et s'assurer que les gens puissent avoir accès et donner à leurs enfants cet espoir de dire, mais moi aussi, je peux accéder à ce type d'emploi. Mais pour accéder à ce type d'emploi, à ce type de fonction, on se doit d'être quand même outillé, mais on se doit de se préparer également. Aujourd'hui, tu es à Projet Montréal, ce parti qui a ce souci de léguer une ville où il fera bon vivre au niveau de l'environnement, entre autres. Les questions climatiques, entre autres, sont très importantes pour Projet Montréal. Avant même de prendre ta carte de membre, car tu deviens membre vers les 2018. Mais dès 2017, bon, tu es un peu habitué au conseil d'administration. Tu vas t'impliquer à la SODER, qui travaille beaucoup sur ces aspects environnementaux, entre autres projets sociaux. On pense à Écoquartier, Tandem. Exactement. C'est quand même des projets forts qui sont mandatés par les mandataires. La SODER, tu vas quand même à la bonne école. L'école de l'environnement, qui va quand même peut-être même te mettre sur la map. On aimerait t'entendre là-dessus. Mais moi, ce que je dis souvent, il faut s'impliquer partout. C'est-à-dire, oui, on peut s'impliquer pour des causes culturelles, des causes haïtiennes, tout ça. Mais il faut aller au-delà de ça. Et c'est ce que je dis aux gens. Il faut sortir de sa zone de confort. Et apprendre et continuer. Et je voulais vraiment mieux comprendre ces enjeux-là, les enjeux verts pour les citoyens, effectivement, les enjeux environnementaux. Ça a été une expérience plus large que je l'aurais cru parce que au sein de ce conseil-là, on a dû fermer la SODER. Ça a été repris malheureusement pour des histoires budgétaires. La SODER était partie dans des logiciels pour gérer les... Ils s'étaient déjà rendus dans le métal. Métal, mais tu sais, il y avait du développement logiciel, tout ça. Et le volet financement
a toujours été difficile. Mais ça a été également une école. J'ai rencontré des gens, me suis impliqué. Et déjà, j'étais proche des valeurs de projet parce que j'avais voté, que ce soit quand j'habitais dans le plateau Mont-Royal ou plus tard dans Rosemont, voté pour cette équipe-là. Et en 2019, tu es même trésorier là, à Projet Montréal. Là, ça commence à être les choses sérieuses. Là. Ben, c'est comme je disais, j'aime pouvoir... étape par étape. Faire ses classes. Faire ses classes. Ouais. Et donc là, pour moi, l'implication politique était de loin, tu sais, mais aider des gens, aider des candidats, oui. S'impliquer dans un parti, c'était pour moi une autre étape. J'avais rencontré John Parizella. Okay, ouais. J'avais lu son livre. Lors d'un événement, je l'ai rencontré. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je voudrais m'impliquer en politique. Et il me dit, ben viens, on prendra un café. Donc, j'étais à ses bureaux, à la Sun Life. Okay, cool. Il est chez National, tout ça. Et on a discuté tout ça. Et suite à ça, suite à notre rencontre, j'ai regardé les différents et qu'est-ce qui me touchait le plus. Et j'ai décidé d'aller avec Projet. Et lorsque tu arrives à Projet Montréal, quand même les Bernier, tu as eu Monon qui était conseiller municipal, cousin qui est capitaine, voilà, qui a même joué en Europe. Comment t'es reçu? Est-ce que parce que même dans la communauté haïtienne, t'as toujours eu à vivre avec ça, il me semble. Mais comment? Non, mais moi, j'en parle pas. Moi, je parle jamais. Ouais, mais les gens, ils l'ont su, ils ont-tu réussi à savoir? Oui, mais peut-être, mais c'est pas. Moi, j'en parle pas. T'en parles pas, oui. Mais lorsqu'on vient te voir, ils vont dire, hey, t'es le cousin. Non. Après, les gens, peut-être, après, ils font, ben, t'es-tu parent avec? OK. Donc, c'est sûr que ça a été souvent. T'es-tu parent avec le joueur de... Oui. Mais pour moi, ça a été... moi, j'avais voté Projet. J'avais vu, comme plusieurs, j'avais pas aimé, tu sais, il manquait de diversité en 2017, tu sais. Ils en avaient mis, mais ils n'avaient pas gagné. Tu sais, ils étaient critiqués. Et là, ils ont décidé de faire des comités, sous-comités ethnoculturels. Et j'ai une amie, Marie Sterlin, qui m'a dit, mais Guidoué, il y a quelque chose qui se passe à Projet, tu devrais voir tout ça. J'ai voulu savoir qui parlait de diversité. Je me suis pas retrouvé, pour être honnête. Là. Et j'ai dit, bon, mais si moi, je m'implique pas, mais qui va le faire? Et donc, j'ai commencé par ce sous-comité-là. Il y avait un congrès un mois après où on devait parler pas le programme, mais plus parler des orientations. Oui, mais c'est plus interne, tu sais, et donc, on pouvait proposer des résolutions. OK. Et donc, dans le groupe, on a proposé des résolutions. Et là, c'était la première fois, il y avait micro du oui, micro du non. Donc, tu sais, je suis rentré là-dedans, défendre des points. Ça a été accepté, donc j'étais bien content. Il y avait une ouverture pour le comité de direction. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Tu sais, j'ai dit, ben, je vais me présenter. Tu sais, je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Là, tu sais. Bon, ben, j'ai pas gagné, mais les gens de l'arrondissement de l'association locale de Rosemont m'ont dit, hey, viens-t'en, viens avec nous, viens t'impliquer, tout ça. Je suis rentré. Et là, tu sais, quand on a des idées, puis on veut les défendre, puis on veut pousser. Donc, je voyais que dans mon sous-comité ethnoculturel, on pouvait proposer, mais tu sais, j'avais... On te sent combatif, on te sent sportif. Ben oui, il faut gagner. Moi, j'aime gagner. Si on veut le dire, j'aime gagner. C'est bon, ça, un peu. J'adore gagner. C'est de famille, là. Oui. Et aussi, pas d'excuses. Puis je veux gagner, puis... Mais c'est pas gagner pour nécessairement moi, personnel, mais tu sais, c'est vraiment... Pour en faire profiter, là. Tu sais, c'est gagner en groupe, en équipe. T'as un côté altruiste, toi, aider ton prochain. Oui. On va en parler en toute fin d'entrevue, là. Mais ce côté-là m'a amené où je voulais défendre, et quand je voyais que mon point, je pouvais pas moi-même le défendre directement, il fallait passer par une personne qui repassait... Alors, tu sais, donc, dans le sous-comité, je me sentais
Tu sais, je ne pouvais pas déployer mes ailes. À l'association locale, j'ai appris. Tu sais, il faut connaître le parti. Tu sais, il faut connaître ses valeurs, son historique, tout ça. Mais ils ont appris à te connaître aussi. Oui. Parce que en 2019, c'est là que je te disais tantôt, on va voir Madame Plante dans Villeray avec toi. Coconut, on suit pas mal la politique. Depuis ce moment-là, il y a des oreilles, on s'appelait, quelques personnes, on disait « Hey, Gadwick, vas-tu être candidat avec Mme Plante aux prochaines élections? » Puis là, en 2020, c'est bien ça, tu vas être président par intérim en avril 2020. C'est ça. Ça, là, ta réaction quand c'est trésorier à devenir quand même président par intérim en moins de 2 ans, là, t'as fait ta marque, là. Mais c'est-à-dire que quand je dis j'ai des idées, je veux défendre, je veux m'assurer... T'es articulé, là. Il y a de la suite des idées. Il y a des gens qui m'aident aussi, parce que quand on écoute, on arrive à articuler plusieurs choses. Et moi, je m'étais donné comme objectif d'aller au comité de direction pour pouvoir aider dans les orientations. Okay, super. Et il y a eu une ouverture comme trésorier, et j'ai utilisé cette ouverture-là pour pouvoir être sur cette table-là. Et il y a eu une possibilité d'avoir... la présidente a quitté avant terme. Le poste était ouvert. J'ai levé la main au sein du comité de dire, mais j'aimerais ce poste-là. Le comité... il y a eu vote, j'ai pu gagner ce vote. Et, on a senti un renouveau à partir du moment où ce que tu es devenu président par intérim. Tu es très connu dans la communauté haïtienne. On te voit au Gala Dynastie, quasiment si tu signes pas des autographes. On fait des boutades. Mais tu es très connu. À partir de ce moment-là, on a senti une ébullition même de la part des grands médias nationaux qui rapportaient la nouvelle. Sur les réseaux sociaux, on sentait les gens s'activer autour de... Il y avait une fierté là, totale. À partir de ce moment-là, Projet Montréal donnait une indication claire vers où qui s'en allait pour les élections de 2021. Là. Oui, mais entre... avoir une indication, avoir un souhait et s'assurer. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire ses classes, il faut le mériter. Et quand je dis, j'arrive pas comme un cheveu sur une soupe, j'étais en contact avec des élus, les membres, tout ça. Mais pour moi, c'était étape par étape. Et je vais dire, ça m'a permis d'incarner où est-ce qu'on voulait. Le parti a pu l'incarner. Et ça aussi, c'est important, d'avoir des gens qui puissent incarner ce qu'on veut faire. Au parti, on a un comité accessibilité qui est l'un des plus dynamiques. Mais s'ils étaient juste au sein du comité, le parti ne pourrait pas vraiment dire qu'on l'incarne. Mais là, au comité de direction, une des vice-présidentes, et Marie-Ève Veilleux a un handicap et est en mobilité réduite. Nous avons une élue, Laurence Parent, qui est en mobilité réduite, qui est élue et qui siège. On a des soutiens aux élus. On a un soutien aux élus, Clément Badra, qui a un handicap et qui est en mobilité réduite. Donc, à différents postes chez nous, on a des gens. Donc ces gens-là incarne ce que ce sous-comité-là a poussé et a développé. Et je peux dire, autant on peut dire, les communautés noires ont des difficultés, etc., puis on parle de profilage racial, on parle de ci, on parle de ça. Et oui, ce sont des enjeux extrêmement importants, le racisme, tout ça. Et on cherche tous notre dignité parce que personne ne veut avoir ça. Mais je dirais, les gens à mobilité réduite, moi, je ne me pose pas de questions maintenant, grâce au travail de plusieurs dans le passé, si je peux aller dans un endroit donné, parce que j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, je peux ouvrir une porte, fermer la porte, monter, descendre des marches. Yes. Mais ces gens-là, et je peux prendre ma voiture, mon vélo, je peux me déplacer à ma guise. Mais je n'ai pas à planifier 24 ou 48 heures à l'avance un transport pour venir me chercher chez moi, pour m'amener à un endroit. Je n'ai pas à planifier. Est-ce
Est-ce qu'il y a une marche pour me rendre dans cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une marche pour descendre à la toilette? Est-ce que je vais être avec tout le monde s'il y a une fête avec tout le monde? Ou je vais être limité dans les accès et la fête va être à droite et moi, je serai obligé d'être à gauche? Et ça, là, si on pense... Eux, s'il y a un groupe qui a besoin d'une voix, c'est également eux autres. Est-ce que je suis la personne qui peut l'incarner le mieux? Non. Est-ce que je peux en parler et défendre leurs intérêts? Je peux. Mais s'il y a un groupe où il faut... et toutes sortes d'handicaps, parce qu'il y a handicap visuel, il y a handicap auditif, et d'autres, c'est assez large. Mais s'il y a un groupe où, comme société, on doit prendre le temps de regarder à nouveau et de s'assurer qu'ils aient une dignité, mais c'est bien eux, parce que je vais donner un exemple là, très, très simple. Nous avons gagné. Nous avons fait une fête dans une salle de spectacle pour s'assurer que tout le monde soit sur scène, incluant les personnes avec un handicap. Ça a coûté 5 000 $. C'est-à-dire que c'est pas adapté, là. C'est pas adapté. Mais si on veut donner une dignité à une personne pour qu'elle fasse partie de l'équipe... Il faut qu'elle soit sur scène. Il faut qu'elle soit sur scène. Si elle n'est pas sur scène, c'est pas la même chose. On lui a manqué de dignité. Et pour moi, c'est inconcevable que ça coûte 5 000 $ pour donner la dignité à quelqu'un en 2021. Franchement. Hein. Exactement. Guedwig, quand même, tout un parcours à Projet Montréal. On a vu une sortie très récente de M. Caron, n'est-ce pas? Oui. Chef de police à Montréal, du service de police. En disant qu'il va être obligé de fermer des postes de quartier parce que il n'a pas les fonds nécessaires pour faire rouler tous ces postes de quartier. Madame Plante dit, il faut quand même écouter les analyses qui sont en train d'être faites. À Projet Montréal, il y avait eu un tollé en ce qui a trait à Defund the Police. Par la suite, et même encore, là, ça devient presque assez régulier où on a des adolescents qui se font assassiner, tuer. Notre chef de police qui fait une sortie disant « Je n'ai pas les ressources ». On sent qu'à Projet Montréal, à cette époque, on est un peu au mois d'août 2021, un peu dans ces périodes, on sent qu'il y a quand même un réajustement, puisqu'on voit bien que la situation requiert une attention plus que spécifique. On sent qu'il y a eu un petit recul quant à ce point de defund de police. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Toi, durant cette période, quelle était ta position ou c'est toujours les membres qui décident à Projet Montréal? C'est-à-dire que le programme est décidé effectivement par les membres, c'est-à-dire est voté, et ça a été des enjeux qui ont été âprement discutés. Et je pense que les gens veulent effectivement de la sécurité, mais il y a un aspect de dire qu'il y a des enjeux qui ne devraient pas relever immédiatement ou directement de la police, des enjeux de santé mentale, entre autres, ou plus des enjeux où il y a un aspect communautaire. On retrouve un travailleur social, là, maintenant, à la sécurité publique à Montréal. Alain Vaillancourt, effectivement. Donc, c'est une approche plutôt nouvelle, différente, là, de l'administration Plante. Exactement. Et dans ces éléments-là, les gens veulent de la sécurité, ils veulent voir des policiers sur la rue. Il y a, dans notre subconscient, on se dit, lorsqu'il y a un poste de quartier, ça veut dire qu'il y a plus de sécurité. Donc, on associe un bâtiment à de la sécurité. Et tandis qu'effectivement, la sécurité, c'est les policiers, que ce soit à vélo, à pied ou en voiture, ils sont davantage là que dans ces bureaux. Mais après, je vais laisser ça à l'administration. Mais je comprends, je suis sensible à ces enjeux-là. Mais l'objectif, c'est d'avoir des policiers dans la rue, près des gens, qui assurent la sécurité. Qui assurent la sécurité. Et de l'autre côté, on est en manque d'argent pour
pas juste pour les ressources policières, mais tu sais, comme on dit, les besoins sont illimités, les ressources limitées. Des organismes sont en recherche de financement pour pouvoir peut-être faire ce premier contact, tu sais, avec les gens. Donc, il y a des escouades mixtes, il y a toutes sortes de choses qui se font. Mais effectivement, est-ce que le rôle de la police va être appelé à être revu? Oui, est-ce qu'il va être revu dans les 3 prochains mois? Tu sais? Mais il y a quelques dizaines de millions qui ont été débloqués tout récemment par Mme Guilbeault pour aider à la situation que nous retrouvons à Montréal au niveau de l'insécurité. Donc, il y a des avancements. Guedwig, avant de ne se laisser... Tu as réussi quelque chose d'historique. Habituellement, surtout dans la communauté noire, les femmes, bon, certaines d'entre elles sont monoparentales ou sinon, c'est elles qui prennent pas mal de place dans la famille parce que, bon, voilà, différentes raisons. Elles n'étaient pas enclines à se présenter. Tu as réussi cela. Tu en as amené plusieurs à se présenter, mais surtout, ça a toujours été important pour Guedwig Bernier, dans des arrondissements, dans des circonscriptions, dans des arrondissements gagnables. Oui, des districts, Des districts gagnables. Ça, on a pu voir Mme Olivier dans le district du Vieux-Rosemont, aujourd'hui présidente du comité exécutif. C'est incroyable. Oui, effectivement. Okay. On a beaucoup entendu à Coconut Podcast. Bon, là, le travail a été fait au niveau des femmes de la communauté noire. Projet Montréal ont présenté cette candidature vedette de Will Prosper. Bon, il n'a pas réussi à remporter son pari. Quelle sera l'approche de Projet Montréal pour les prochaines élections afin d'intéresser davantage d'hommes noirs à se présenter aux élections? Car il représenterait ce modèle pour les plus jeunes. Tu représentes ce modèle, je représente ce modèle. Mais le fait qu'il y ait des élus noirs, on sait qu'il y a M. Thermidor, je pense. Thermidor et Josué Corville aussi. Oui, à Montréal-Nord et dans Saint-Michel. Exactement. Quand même des exemples importants. Mais dans Côte-des-Neiges, ce serait intéressant. Ville-la-Salle, Rivière-des-Prairies, peut-être. Qu'avez-vous déjà, on sait que vous travaillez plusieurs moments en avance. Sur quoi penchez-vous? Est-ce une préoccupation? On sait que c'est une préoccupation, on avait parlé avec votre équipe. Sur quoi, c'est quoi les techniques là, que tu vas utiliser, Monsieur le Gourou, pour amener les jeunes hommes de la communauté noire, hispanophones, également, tous. maghrébines, à se présenter là? Mais je pense qu'il faut, se faire confiance. C'est vrai. Et il faut sentir qu'on peut faire partie de la solution. Et quand je faisais mes contacts avec différentes candidatures, je vais être honnête, les femmes, là, oui, c'est plus difficile, mais c'est pas plus difficile. Les femmes, il faut les convaincre différemment parce qu'il y a souvent moins de personnes dans leur entourage qui les incitent à y aller versus un homme où il va y avoir plus de gens qui vont l'inciter et souvent, personnellement, il va se sentir « ben oui, je suis capable ». Tandis qu'une femme, il va avoir davantage de réflexions, que ce soit des réflexions familiales, de par les responsabilités. Professionnelles aussi, mais aussi beaucoup, vraiment, moi, est-ce que je suis moi? Est-ce que elle se voyait pas. Le syndrome de l'imposteur. Est très fort, il est fort pour hommes et femmes, mais les femmes peuvent l'incarner parfois un peu plus. Et là, nous, on va faire un bilan, tout ça, mais effectivement, je pense que ce soit en politique ou ailleurs, Parce que Balarama Holness avait mordu la poussière lorsqu'il s'était présenté comme candidat à la mairie de Montréal-Nord. Là, on a M. Will Prosper, qui est une vedette. Également, Balarama aussi, à l'époque, il se présente, il mord la poussière. Non, mais on fera notre bilan. On fera notre bilan. Et on apportera, comme on l'a fait en 2021. En 2017, on avait réussi la parité. On a réussi la diversité en 2021. En 2025, on va réussir autre chose. On va se donner des objectifs, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est l'accessibilité? Peut-être. Est-ce que c'est autre chose? On verra.
Mais je sais qu'on va le traiter. C'est quelque chose que j'entends. Tu sais, qu'on dit, il faut écouter. Je l'entends beaucoup. Il y a eu plusieurs morts récemment. Et j'entends cette détresse-là. Et les jeunes ont besoin de parler, en ont parlé beaucoup. Mais la représentativité est importante. S'assurer que... Parce qu'il y a une violence au sein des jeunes de la gente masculine actuellement dans tous les quartiers. C'est même plus dans les quartiers... C'est la pandémie n'aide pas. Plus. Mais ils ont besoin de savoir que d'autres personnes, que dans leur environnement, on les aime, on les attend. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont aimés, qu'ils vont réussir, qu'ils ont un avenir et qu'en travaillant pour, ils vont y avoir accès et que la ville va s'assurer de baisser ces barrières-là pour eux. Guedwig Bernier, wow! Je comprends pourquoi Projet Montréal, ils veulent pas te laisser partir. C'est clair. Écoute, on termine là-dessus. Les élections ont eu lieu le 7 novembre 2021. Oui. Tu rencontrais, entre autres, là, un petit tête-à-tête, cette image-là, le fait tapage sur Internet avec Mme Valérie Plante. Oui. Vous dressiez ce bilan. Oui. Son président, la mairesse. Ça, c'est intéressant. Guedwig, ta fierté du travail de celle qu'on appelait en 2017 l'homme de la situation. Valérie Plante, cette femme venant de Rouyn-Noranda, puis qui est arrivée à Montréal, puis aujourd'hui, qui est la première magistrate. Ça fait 2 fois, première femme a été élue à l'hôtel de ville comme mairesse. Ta fierté d'avoir vu que vous avez remporté ce pari. Moi, je veux t'entendre. Non, mais c'est sûr. Mais surtout, ta fierté du travail qu'a accompli Mme Valérie Plante. Elle t'écoute, là. Mme Plante, votre président s'adresse à vous, là. non, mais Valérie a fait un travail incroyable parce que, une femme en pouvoir pour gagner une deuxième élection, c'est pas arrivé souvent. Contre un candidat quand même là, qui revenait, là, mais qu'une femme gagne une deuxième fois, c'est pas arrivé souvent au Canada. C'est vrai. Madame Campbell, Madame Marois, perdu, en Ontario. Donc, tu sais, un parti de gauche environnementaliste qui gagne une deuxième fois parce qu'on se disait, ils ont gagné, il y a peut-être une loque, mais qui gagne une deuxième fois, ça aussi, c'était pas évident. Sa gestion de la crise sanitaire, grave. Donc, mais malgré différentes critiques, mais donc, puis on n'est pas habitué à une gestion féminine. Tu sais, des femmes en pouvoir, on n'est pas habitué. Il y a des résultats. Tu sais, on n'est pas habitué. Et donc, les façons de faire sont différentes, mais le résultat est incroyable. Et c'est aussi la première fois qu'à la Ville de Montréal, la ville est gérée par 2 femmes. Tu sais, il faut... c'est l'administration Plante-Olivier. Exactement. C'est intéressant, c'est exactement. Donc, Valérie, avec son équipe, ont fait un travail fantastique parce que derrière elle, sa chef de cabinet, Marie-Ève Gagnon et son équipe, là, ont fait un travail commensural pour vraiment prendre le programme, en faire une plateforme et à tous les jours d'arriver... mais ce qui manquait comme lettre de noblesse là, au parcours de Mme Plante, c'était d'amener la diversité à Projet Montréal. Puis on l'a fait partout sur l'île. Ouais, ben c'est ça. Mais la contribution de Guedwig Bernier également. Sa fierté, maintenant tu viens de faire des éloges de Mme Plante. Moi, je veux savoir, là, les petits scoops pour Coconut. Vas-y. Quelle a été sa réaction? À quel moment tu l'as vu, toi, entre le 7 et le 16? Est-ce que tu étais dans le bunker, dans le war room, pour pouvoir recevoir ces résultats? Est-ce que c'est vraiment le 16 novembre 2021 que tu t'es assis avec elle? Quels ont été ses mots pour toi? Ses premiers mots, là, quand tu as vu une belle accolade à la Mme Plante, j'aimerais t'entendre. C'est très doux, très... c'est Mme Plante. Très doux, très sincère. Mais vraiment, là, tu sais, c'est... Tu sais, la campagne, on dit que ça dure 30 jours, mais ça dure plus que 30. On dit 45 jours, ça dure plus que 45 jours.
Et c'est pression après pression, jour après jour, et des fois très virulent, très virulent. Et c'est comme, une fois que c'est gagné, il y a comme... Une pression qui... Mais yes, et d'avoir tout fait pour gagner, et elle l'a fait parce qu'on est parti de loin en début d'année. On n'était pas donné gagnant. Donc, quand il faut recruter, c'est un autre challenge. Même si on était le parti au pouvoir. Mais effectivement, c'est une appréciation sans limite. Elle était contente. L'équipe était fière là, du travail que nous... En tout cas, Mme Olivier, elle est très fière. On l'a reçue le 1er janvier. Oui. Et je peux plus te dire, Gedwig, si tu n'as pas encore vu cette entrevue, elle est vraiment contente du travail que tu as fait. Et je peux te dire que Coconut Podcast également sont hyper fiers. Écoute, Mme Plante était contente. Tu étais content. Oui. Alors là, c'est super. Oui. Maintenant, Gedwig, la francophonie t'écoute. Oui. Parce que, écoute, vous fais partie êtes de ceux qui avaient travaillé énormément. On est partout. Haïti à couteau. N'a fêté indépendance Haïti. Hein, dans mois janvier ça. Nous sommes passés 12 janvier 2010. Qu'est-ce que tu aurais à dire en terminant à tes consoeurs et confrères qui sont encore en Haïti, n'est-ce pas, qui l'ont pas facile, mais on sent qu'ils ont cette joie de vivre, c'est qui est incroyable encore. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? On est en train de les célébrer en 15 secondes. En français, hein? C'est très dur. En tout cas, je me sens très imposteur de leur dire ça, mais garder contact avec la diaspora, parce que la diaspora est là pour... On les aide, là, on les aide énormément, mais en Haïti, il faut garder espoir. Je sais que s'impliquer, c'est pas évident, parce que quand on s'implique, il y a des gens qui peuvent être jaloux, qui ne veulent pas. Je suis en contact avec certaines personnes qui m'ont contacté et pour différentes choses, mais je dirais vraiment, gardez espoir, impliquez-vous, parce que si on laisse les autres décider pour nous, c'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Et donc, et j'espère qu'il va y avoir des changements au niveau des règlements. Et je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que les gens de la diaspora puissent avoir la double nationalité pour pouvoir s'impliquer. Je pense que si Haïti peut changer rapidement, ça, c'est un geste. Il y en a plusieurs à faire, mais un des gestes, c'est de pouvoir permettre à ce qu'il y ait la double nationalité pour que des gens d'ailleurs puissent s'impliquer, mais des Haïtiens puissent s'impliquer dans ce pays et qui est... parce qu'il manque, selon moi, une classe, c'est une certaine classe sociale, la classe moyenne. Et quand il n'y a pas de classe moyenne, c'est très difficile. Et donc, s'il peut y avoir cette classe moyenne qui s'implique dans la société haïtienne, je pense que ça peut aider. Gedwig Bernier, toute une autre vue. T'es un sage. Oh my God. Moi, je t'ai rencontré au Gala Dynastie. Je me rappelais au début, là, je me lançais en politique, puis tu me donnais tes conseils vraiment super intéressants. Gedwig Bernier, on a perdu un des grands de la communauté haïtienne, Don Carnage, Don Harley, fils aimé. Un mot, même Valérie Plante, là, on l'a vu. Elle a posté un truc, elle a dit des mots. Quelqu'un disait, il faudrait reconnaître les gens de leur vivant. Oui, effectivement, mais Don a tellement fait sans rien demander en retour pour l'éducation, pour les musiciens, tu sais, les gens qui voulaient aller en musique. Il avait son studio, il les a fait venir dans son studio. La langue, il poussait la langue française. Il aidait les gens pour aider à apprendre d'autres langues. Sa famille. Il a été très homme dans tout son parcours. Il a aidé les organismes communautaires, il les a représentés. Et il était dans les écoles. Tu sais, il aidait tout le monde. Et ça, tu sais, souvent, tu sais, à Montréal-Nord,
on ne manque pas de gens et de personnes à reconnaître. Il faut juste les mettre sur la place publique. Et du talent, il y en a à Montréal-Nord. Et il faut juste que les gens sortent ils rentrent et que les gens sortent pour s'en apercevoir. Et à ces gens-là, regardez, continuez. Il y a d'autres talents qui émergent. Il faut les supporter, il faut les reconnaître. Et poursuivre le travail de Don Carnage. Et j'en suis sûr qu'il y a plusieurs personnes. Il y a Diana Bonnier qui est... elle était candidate. Elle était candidate, mais elle est dans son sillage. Elle travaille maintenant au cabinet de la mairesse. Mais il y a plusieurs personnes qui sont dans son sillage, beaucoup en musique, beaucoup dans les langues, et par sa prestance et comment il a travaillé, plusieurs jeunes et moins jeunes peuvent être fiers de dire qu'ils sont de s'aligner. Wow. Gedwick Bernier, écoute, tu as déjà dit que toi, devenir élu, c'était pas dans les plans, c'est pas ça. Mais tu as fait tout un travail en tant que président. Tu es tout un gestionnaire. Écoute, c'est pas toujours facile, mais tu l'as fait, tu as bien représenté, tu représentes bien la communauté haïtienne. Ou c'est un modèle pour notre podcast. Non, ça a vraiment, parce que ou représenter ça, des fois tu ne le sais pas. Mais plusieurs gens, tu les touches, tu as toujours ces mots d'encouragement. Ça là, franchement, je pense que c'est pour ça que tu as eu le succès que tu as. Et puis, Gedwick, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité, n'est-ce pas, de faire le tour du Québec et surtout d'aller à la rencontre des communautés, des Premières Nations. Et là, voilà, on va voir si t'es pas pire. De plus en plus, les gens ils répètent pour voir, puis comme ça, vous l'apprenez. Alors, les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. On n'est pas loin, on est là. Les Algonquins, dans le coin de pays de Madame Valérie Plante, notre mairesse, les Algonquins nous disent Miigwech. Ouais, c'est bon ça. Par la suite, on retrouve les Abénakis dans le centre du Québec, Odanak, pas loin de Victoriaville, Drummond, dans ces coins-là. Eux, ils disent Oléone. Oléone. Et c'est beau. Malade. C'est beau. On n'a pas fini, il nous reste 2 communautés, 3. On s'est rendu dans la région de Québec. Les Hurons-Wendat. En Wendat, ils nous disent Teawek. Ouais, my God. Ouais. T'es sûr que t'étais pas premier de classe, toi, au collège français? En tout cas, en langue, tu vas être bon, là. Par la suite, on s'est rendu vers les îles de la Madeleine. On trouve les Mi'kmaq. Eux, ils nous disent Wellaline. Puis là, on termine. On est dans la région de Montréal. Hein? Puis nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Niawen. Gedwick, nous, on est les tenants de cet héritage arawak, taïnos, et nos ancêtres ont développé cette langue, le créole, et nous, on enlève le R et on te dit merci en pile, ou c'est un potomitan, dans la communauté, tu en ris, mais je te jure, les hommages que tu auras dans les décennies à venir. Coconut ne fait que commencer. La presse a ouvert le bal. Tu étais à Ici Télé sur Femmes de pouvoir. Franchement, Femmes et pouvoir. T'es un homme de pouvoir. Et toi, ton pouvoir, c'est l'écoute. Ouais, franchement, Gedwick, on te dit un grand merci. Ce n'est que partie remise. On va passer les autres élus de Projet Montréal. Ils vont représenter la communauté noire. Entre autres, on ira voir les Monsieur Thermidor également à Montréal-Nord. T'en as 25 à la On a 25. Là. Vous en avez 6, il y en a 25 dans le Québec. Merci, Gedwick. Toute une entrevue. Merci à toi. Je t'en prie. Au revoir. Merci à vous. Messieurs, dames, oui, nous étions avec... Mais alors là, cette rencontre, j'en reste bouche bée. Je viens de rencontrer celui qui a permis à Projet Montréal, entre autres, de renverser la vapeur et de faire rentrer un maximum de gens issus des communautés culturelles, donc de la diversité,
Tout un travail accompli par Guédouic Bernier. Vous irez voir l'entrevue de Madame Dominique Olivier, présidente du comité exécutif, pour voir les propos et surtout les éloges qu'elle fait à l'égard de son président. Une entrevue qui va passer à l'histoire. On est dans les bureaux de Projet Montréal avec le président de ce parti de l'environnement, mais surtout qui prend soin de ses citoyens. Je vous invite à le suivre sur Twitter, comme j'aime bien le dire, et sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner un petit pouce, oui, afin de vous abonner à nos différentes chaînes. Sur ce, messieurs, dames, comme à l'accoutumée, je vous dis merci, Nyawen, au revoir!